Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. L'obligation du port du masque discutée au sein du Parti congolais du travail. Face à la propagation du Covid-19, le parti au pouvoir envisage cette obligation comme nécessaire, en plus des mesures déjà instaurées par le gouvernement à l'image du confinement. Nouvelle politique migratoire en Éthiopie. Il n'y aura plus de protection systématique pour les réfugiés érythréens. Chaque demande sera en effet étudiée au cas par cas. Une décision du gouvernement éthiopien qui s'aligne sur la volonté de son voisin l'Érythrée qui souhaite limiter le départ de ses concitoyens. Et nous prendrons en fin d'édition la direction du Ghana, le Ghana où la production de céréales, notamment le maïs et le riz, était envisagée à la hausse. Mais avec la pandémie de Covid-19 sévissant dans le pays, ces projections pourraient fortement être perturbées. Mais avant de développer ces titres à Madagascar, le Covid Organics fait débat et continue de fédérer des soutiens. Après une rencontre avec le chef de l'État, Andra Zoel, l'Académie nationale de médecine s'est en effet montrée favorable à l'usage de ce remède. L'institution l'a annoncé par le biais d'un communiqué où elle affirme que de par sa nature, un remède traditionnel amélioré et non un médicament, le Covid Organics peut être utilisé. Un retournement de situation, alors que dans un premier lieu, l'ANAMEM partageait des inquiétudes, estimant qu'il y aurait un risque de préjudice lié à l'utilisation de cette tisane, notamment sur la santé des plus jeunes. La riposte contre la pandémie de Covid-19 entreprise par les autorités congolaises a bénéficié d'un appui critique de la part du secrétariat permanent du Parti congolais du travail. Outre les mesures déjà décrétées, telles que le couvre-feu entre 20h et 5h, ainsi que le confinement, le parti au pouvoir s'interroge sur la nécessité d'obliger le port du masque en République du Congo afin de freiner la propagation du virus qui a déjà causé le décès de 6 personnes avec un total de 200 cas contrôlés positifs à ce jour. Un reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou. Le Parti congolais du travail a interrogé le gouvernement sur l'hypothèse d'obliger le port du masque en vue de ralentir la propagation du coronavirus en République du Congo. Sans surprise, le secrétariat permanent du parti au pouvoir appuie les mesures prises et encourage le gouvernement à les appliquer avec détermination. Donc les mesures qui ont été prises nous paraissent positives. Nous avons demandé au gouvernement d'être déterminé dans l'application de ces mesures et que nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à appuyer en tout cas ces mesures par aussi une campagne d'intensification. La gestion de la crise sanitaire due au coronavirus semble peu rassurante. À cet effet, une délégation du secrétariat permanent du Parti congolais du travail s'est rendue chez le Premier ministre Clément Mwamba ce vendredi 24 avril 2020 à Brazzaville, la capitale. 10 ministres étaient présents à cette entrevue. Objectif, s'enquérir des forces et faiblesses de la stratégie de riposte du gouvernement congolais face au coronavirus et proposer d'autres mesures plus efficaces. Il y a d'abord le dépistage. Faut-il dépister plus ou pas? Il y a le dépistage. Ce sont là des problèmes très importants. L'approvisionnement dans les villes qui peut poser problème. Cette séance de travail interactive avec ses membres du gouvernement a permis au parti au pouvoir de comprendre et d'encourager les efforts déjà réalisés par les autorités depuis la déclaration du patient zéro dans le pays. Le PCT avait apporté sa contribution d'un montant de 50 millions de francs CFA au Fonds national de solidarité dans les premiers instants de la réponse au Covid-19. Vital Kamerhe, directeur du cabinet présidentiel, inquiète en République démocratique du Congo voisine, mise en détention provisoire dans le cadre d'une présumée affaire de corruption. L'homme souffre d'un syndrome respiratoire, alors que la demande de remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe est toujours pendante. Son état de santé pourrait remettre en cause la tenue de son procès, déjà annoncé par les autorités. Marcel Farbamaroun.
Mise en détention provisoire dans le cadre d'une présumée affaire de corruption, l'état de santé de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, âgé de 61 ans, s'est fortement dégradé au point de nécessiter une intervention. Le rapport médical numéro 56 émis en date du 24 avril, après 2 jours d'examen par le médecin hospitalier de la prison de Makala, le docteur Baloko, étant des plus alarmants. Nous avons examiné le patient ce 22 avril. Après avoir été consulté par un cardiologue, celui-ci a décidé de la pose d'un holter. Suite au résultat des examens, la spirométrie pour le fonctionnement pulmonaire met en évidence un syndrome respiratoire. Nous recommandons avec avis des spécialistes une meilleure prise en charge en milieu hospitalier, mieux équipé, doté d'un équipement avec respirateur en service d'urgence bien équipé. Des inquiétudes qui viennent alourdir l'imbroglio juridique autour de la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe. Face aux difficultés à rassembler des preuves évidentes de la culpabilité du directeur de cabinet, des tensions vives ont éclaté entre les magistrats en charge de l'instruction dans ce dossier et ses ramifications. Le juge Mouteba Fwimbo, accusant clairement le premier président de la Cour d'appel de vouloir leur imposer sa position, de bafouer l'état de droit et le principe d'indépendance, a choisi de se déporter. Il sera imité dans un autre cadre par le juge Samoutondi Ikomba Sali. Des ingérences politiques et diverses à plus haut niveau dans le dossier judiciaire de Vital Kamerhe qui ont amené le président de la Cour constitutionnelle à faire un rappel cinglant au vice-premier ministre Tunda Wakasende, membre du FCC, parti de l'ancien président Joseph Kabila et pourfendeur. Je relève l'inopportunité de votre visite car l'organisation des échanges relatifs au dossier judiciaire en cours et l'examen des diverses autres questions débordent le cadre normatif de la politique judiciaire et entrent en conflit avec l'article 151 de la Constitution ainsi libellé. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction aux juges dans l'exercice de la juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. La demande de liberté provisoire de Vital Kamerhe est toujours pendante. Au cœur de cet imbroglio juridique, les récriminations par ses partisans d'un acharnement politique et d'une volonté d'humiliation prennent de l'ampleur. Entrée en vigueur d'une nouvelle politique migratoire en Éthiopie, des mesures qui visent notamment les réfugiés érythréens. Le pays en compte 170 000 présents sur le territoire, des personnes déplacées qui bénéficiaient jusqu'ici d'une protection systématique. Mais les autorités éthiopiennes ont décidé de revoir cette disposition. Zahara Mohamed Moutou. Leur protection se fera désormais au cas par cas. L'Éthiopie met fin à la protection systématique accordée aux réfugiés originaires d'Érythrée. Les autorités éthiopiennes ont annoncé une nouvelle réglementation afin de remplacer l'ancienne politique migratoire qu'elles estiment incontrôlée. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres ONG dénoncent le nouveau positionnement du gouvernement éthiopien. Une nouvelle disposition s'alignant sur la volonté du régime érythréen de limiter les départs de ses concitoyens. Dès lors que vous avez signé la paix avec votre voisin, eh bien le principe même du traitement des réfugiés du dit pays avec lequel vous êtes maintenant dans une situation de normalisation doit évoluer. Donc on peut penser effectivement que cette situation-là vaut quelque part cessation de protection ou devrait valoir cessation de protection des Érythréens. L'Érythrée, sur la côte de la mer Rouge, est l'un des États les plus fermés au monde. Aucune élection nationale ne s'est tenue depuis l'indépendance de ce pays en 1993. Chaque mois, ce sont entre 3 000 et 5 000 Érythréens qui quittent leur pays. 170 000 ont pu trouver refuge en Éthiopie. On est aussi confronté à des situations de pression démographique qui, quoi qu'on en dise, amènent les gens à se déplacer. Et puis derrière, il peut effectivement y avoir toute la problématique des migrants ou des réfugiés ou des départs motivés par des causes politiques. Je pense que la réponse du gouvernement érythréen par rapport à cette question-là serait effectivement d'aller plutôt vers une forme de libéralisation. Pour de nombreux Érythréens réfugiés comme ceux de l'intérieur, la nouvelle politique migratoire de l'Éthiopie risque de renforcer le régime contesté du président Isaias Afwerki. Depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie cherche à normaliser ses relations avec l'Érythrée. Un dégel entre les deux pays après des décennies de ruptures diplomatiques et de conflits frontaliers qui ont fait plus de 80 000 morts.
Le dossier sera ouvert avec fermeté. Ces mots sont ceux du ministre de la Communication algérien, Amar Bellimer, une instruction qui porte sur les financements étrangers des médias que le ministère qualifie d'ingérence étrangère, ingérence qui, selon lui, ne peut être tolérée par l'Algérie. S'exprimant dans les pages du quotidien saoudien Al Riyad, le ministre Bellimer a estimé que le capital social doit être exclusivement national et les fonds investis justifiés en s'appuyant notamment sur l'article 29 du Code de l'information qui stipule explicitement que toute aide matérielle directe ou indirecte de toute partie étrangère est interdite, en plus de la loi relative à l'activité audiovisuelle. Prenons à présent la direction du Ghana. Le Ghana, où la production de semences de maïs et de riz a été revue à la hausse. Des projections d'environ 500% émises par le département américain de l'agriculture durant la campagne 2019-2020. Des prévisions faites en fonction de la subvention de 50% allouée en 2017 par le gouvernement. Toutefois, les nouveaux défis sanitaires auxquels le pays est confronté en cette période de Covid-19 risque d'ébranler les initiatives du secteur semencier à Ménédji. Sur l'ensemble de la production de semences de maïs et de riz au Ghana, les volumes de vente certifiés dans le cadre du commerce formel ne répondent qu'à 20% de la demande nationale sur 80% fournie par le secteur informel. Une étude réalisée avant l'impact des mesures de confinement liées au coronavirus projette à 500% la hausse de la production. Le Ghana, à l'image de tous les États africains, est en train de payer le lourd tribut de ce mauvais virus qui est en train de mettre sous les ténoirs presque tous les espoirs qui étaient nés des bonnes perspectives économiques qu'on a enregistrées en fin d'année dernière. Il est évident que c'est des prévisions totalement à revoir. La production pour l'ensemble de ces produits devrait augmenter de 10% durant la campagne 2019-2020 suite à la subvention de 50% allouée en 2017 par le gouvernement à la production de ces intrants dans le cadre de son initiative Planting for Foods and Jobs. La meilleure destination en matière d'importation à faible coût, généralement, c'est quoi? C'est l'Asie. La meilleure des sources d'approvisionnement pour celui qui a besoin de ce qu'on appelle les commodities, des denrées de consommation de masse. Le Ghana a déjà au moins cet avantage d'être un pays qui a sa propre monnaie. Donc, on peut appuyer sur la planche à billets, mais malheureusement, parce que quand vous importez à l'étranger, le cédis n'est pas accepté là-bas. C'est le dollar, l'euro. S'ils ont un compte de réserve extérieur, ils devraient donc taper dans ce compte-là pour pouvoir procéder aux importations. Même si les chiffres publiés font état d'un fort dynamisme de la production de semences certifiées ces 2 dernières années, les actuelles projections semblent loin de répondre aux attentes des acteurs de la production semencière en raison des nouveaux effets du Covid-19 dans le monde. Dans certaines villes du Tchad, l'artisanat occupe une place importante dans le développement local. C'est le cas par exemple de la ville d'Abéché, localité à l'est du pays, dont les pratiques artisanales sont un patrimoine culturel qui se transmettent de génération en génération, très répandu à travers le pays. Les articles artisanaux produits dans cette localité sont adaptés aux milieux ruraux, mais ce secteur porteur d'emploi pour les jeunes est confronté aux raretés des matières premières. Les détails dans ce reportage de Mahamat Ramadan, commenté par Nelly Clébessa. À Abéché, une ville située à l'est du Tchad, l'artisanat constitue l'une des activités génératrices de revenus pour les ménages. Dans cette localité, la fabrication artisanale des chaussures, des sacs, des ornements de salon et tant d'autres articles se transmettent de génération en génération. Plus qu'un simple métier, l'artisanat est un patrimoine historique pour cette communauté. J'ai hérité de ce savoir-faire artisanal de mes grands-parents, puisqu'il se transmet de père en fils. Grâce à l'artisanat, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Ce métier est une bénédiction et je rends grâce à Dieu. Un artisan qui se perfectionne bien ne manque jamais de travail et trouvera toujours de quoi nourrir sa famille. Très longtemps réservée à un groupe restreint des personnes, la pratique artisanale s'ouvre en tant que métier pour contribuer à lutter contre le chômage des jeunes. Cependant, les artisans sont confrontés aux raretés des matières premières, notamment le cuir, à cause de surexploitation des bétails sur pied vers les pays voisins.
Nous utilisons beaucoup de cuir que nous importons des villages environnants pour fabriquer nos articles, mais cette matière première se raréfie de jour en jour à cause de l'éloignement des troupeaux de bétail de la ville. Nous avons initié une fédération interne pour nous procurer des cuirs, mais elle n'est pas encore fonctionnelle. Nous sommes en difficulté. De nos jours, bien que menacé par la rareté des matières et la faible demande sur les marchés, le secteur de l'artisanat emploie des milliers de personnes et constitue un élément clé du tourisme dans la ville d'Abéché. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.